Bonjour à toutes, bonjour à tous. Récemment, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont partagé un contenu de Hakim Benotman et on va parler de cette vidéo dans le cadre de cette fiscaloscopie. Désolé si j'écorche le prénom. Euh, Hakim Benotman a fait un podcast récemment sur les holdings, la structuration ainsi que les dangers de la holding. Hakim, dans cette vidéo, donne beaucoup de conseils, de recommandations en s'imposant comme un expert et il peut être écouté. Et sur Internet, il est important de faire de la nuance. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont remonté ce contenu en me posant des questions. Au-delà de ça, on va parler de holding, d'investissement, de structuration, en essayant de nuancer ses propos, en se basant sur son contenu et en le commentant au fur et à mesure. Et on va essayer de comprendre si ce qu'il dit est exact, si ce qu'il dit est exagéré, puisqu'il n'a pas été remis en cause une seule fois par l'intervieweur, normal, il n'y connaît rien, et on va souligner ce qui est dit, corriger si nécessaire, ou insister sur des points qui sont importants. La vidéo, je mettrai le lien de la vidéo originale, elle s'intitule « Aucun expert ne vous le dira, la holding peut tout vous faire perdre ». Vidéo qui introduit des concepts cependant excessivement intéressants en matière d'entrepreneuriat, mais également d'énormes approximations, comme on va le voir, et de déformations. Cette vidéo s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre mastermind PNL, puisque la notion qui va être développée est une notion sur laquelle on insiste dans le mastermind PNL. Tu peux déposer ta candidature et tu verras pourquoi les premiers participants qui ont participé à la première édition estiment la valeur à plus de 100 000 euros pour leur business. C'est un mastermind dédié à ceux qui veulent multiplier leur enrichissement, car comme j'aime dire, je préfère multiplier ma principale source de revenus qu'additionner des petites sources de revenus. Le lien se trouve dans la description et sous la vidéo pour s'inscrire, et cela s'adresse à une clientèle ambitieuse, pas une clientèle qui débute. C'est très important de le préciser. Avant de commencer, j'ai consommé, avant de faire cette vidéo, d'autres contenus de Hakim Benotman. Laisse-moi te dire mon opinion personnelle sur la personne pour que cela puisse s'inscrire dans une transparence la plus totale. Pourquoi pour qu'on comprenne bien, parce qu'on est souvent nous sommes la victime de notre propre biais. Hakim Benotman est un entrepreneur qui, si je me souviens, et si ma mémoire est bonne, avait fondé Nabab Kebab, qui était une franchise de kebab de qualité, si je ne dis pas de bêtises. J'ai le souvenir de l'avoir vu il y a très longtemps sur un reportage de la télé française où il allait à Miami. Si ma mémoire est bonne, il expliquait même que dans l'avion, il comptait la rentabilité de l'avion en prenant en compte le nombre de passagers et le prix de l'essence. Ça m'avait marqué sur le moment. Personnellement, je trouve que le contenu qu'il produit est disruptif et excessivement intéressant, puisque c'est un contenu qu'on peut qualifier d'opérationnel. Et des contenus comme ça, il y en a trop rarement sur Internet. C'est souvent fait par des créateurs de contenu qui n'ont pas l'aspect opérationnel. Mais cependant, il est quelquefois trop marqué par sa propre expérience et par le fait de ses propres erreurs, et en croyant avoir trouvé la solution, et nous allons le voir ici. Et quelquefois, lorsqu'il nous arrive quelque chose, au lieu de dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'une administration, non, c'était une phrase de mon boss. Mon boss avait l'habitude de dire le point commun entre tous vos échecs, ça reste vous-même avant tout. Ensuite, il avance des chiffres et des éléments qui sont durs à vérifier, qui pourraient faire penser à un peu un syndrome de Oussama Ammar, mais comme tout contenu, il est nécessaire de faire la part des choses et faire abstraction des choses mauvaises et retenir que le bon. C'est la chance qu'on a sur Internet. Il faut avoir une capacité d'analyse et de suspension du jugement nécessaire et retenir ce qui est bon. Et au travers de cette vidéo, on va souligner ce qui n'est pas bon. Commençons directement dans le vif du sujet. On va lancer la vidéo et au fur et à mesure, on va la commenter. Alors, je commence, j'ai sauté les 6 ou 7 premières minutes et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la holding. Puis on se retrouve, on parlait de pas mal de sujets, et en l'occurrence, un sujet là qui m'intéressait, où tu as ton expertise complète dessus, c'est vraiment, on va rentrer dans le business pur. Je pense qu'on a beaucoup de commentaires et des personnes qui nous suivent et qui demandent Hakim rentre dans le vif du sujet et donne-nous plus de techniques.
Donc, voilà, on va parler de plein. J'ai noté pas mal de choses. On va parler de holding, de levée de fonds, et croissance d'entreprise, la richesse aussi. On va poser des petites questions par rapport aux richesses des entrepreneurs. Alors, nous, on va s'intéresser que sur la holding et on va pas faire tout le podcast qui comptabilise plus de 60 000 vues. On va se concentrer que sur la holding, je tiens à le préciser. En France et à l'étranger aussi. La vente d'entreprise et pas mal de choses. Les reprises d'une entreprise en liquidation. On a l'expérience aussi. De toute façon, je vais essayer de parler Ouais. pour les deux publics. C'est ça. Les entrepreneurs avertis qui connaissent et qui ont déjà un pied dans le business et ceux qui veulent démarrer un peu plus jeunes et qui sont pas... Parce que des fois, j'ai des termes assez techniques, peut-être que ces gens-là ne comprennent pas. Donc l'idée, c'est d'apporter un terme simpliste. J'essaye d'être le plus simple possible, mais on va parler aux deux types de personnes qui nous écoutent. De toute façon, sur le montage, on mettra des fact-checking. Donc, s'il y a des mots qui sont utilisés, on n'hésitera pas à y mettre des définitions. Donc, mettez pause et regardez la définition du mot. Voilà. Et Ça s'appelle un fact-checking, ça? on apprendrait plus aussi sur les termes techniques, je pense. C'est important C'est les aussi. termes techniques. Et on est là. Alors, j'ai vu des commentaires, tu sais, qu'on a parlé de l'immobilier à Marrakech par rapport à l'Algérie, Tunisie. Moi, je suis pas là dans un combat entre les populations. Moi, je parle que business et rendement. Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je parle rendement. Ouais. Pourquoi on investit là et pourquoi pas là. Tout simplement, mais je rentrerai dans les détails après. Ok, super. Donc, aujourd'hui, on est dans un studio. On a été invité à We Content à Marrakech. Parfait. Tu trouves comment le studio? Très bien. Rien à envier à ce qu'on a à Dubaï. Non, très bien. L'authenticité marocaine est là, c'est bien. Donc, merci à Bon, j'aurais pu passer cette partie, mais bon, ça permet de rentrer dans l'introduction. vous pour l'invitation. Et on commence. Allez, go. Bon, c'est parti. D'ailleurs, je voulais te montrer une vidéo. Ouais. Parce que là, on va parler sur le terme de la holding. Tu sais, c'est un peu tendance. On voit plein de vidéos qui parlent de la holding, comme quoi c'est avantageux, c'est ce qu'il faut faire, etc. Donc, je vais te montrer une vidéo. J'aimerais ta réaction dessus. Alors, avant de voir la vidéo, oui, il faut le préciser, et ça c'est très important, la holding sur Internet, ou même en dehors d'Internet, je vous rassure, elle est fantasmatique et fantasmée. Les gens, ne comprenant pas comment elle fonctionne, ne comprenant pas l'intérêt, tombent dans le piège à la fois des marketeurs et de leur expert comptable qui leur dit « Ah ouais, fais une holding ». Et également dans le piège des créateurs de contenu, on va le voir. Mais à titre d'exemple, la holding, quelquefois, elle peut s'avérer être un énorme frein, notamment en investissement. J'avais fait une vidéo qui plaît beaucoup sur Internet, que j'avais intitulée La holding plus SCI pour investir dans l'immobilier, le massacre. Créer une holding pour investir dans l'immobilier, c'est la pire des choses à faire d'un point de vue bancaire, si tu veux te faire financer. Donc ça, c'est très important à préciser. N'hésite pas à regarder cette vidéo. Il faut comprendre la holding, comprendre à quoi elle sert, comprendre son fonctionnement et comprendre à quoi elle va te permettre. Il faut se former dessus. La holding est le pire ennemi des impôts. Ah, le biais fiscal comme on l'aime bien. Et oui, une société holding, c'est une société qui détient une ou plusieurs autres sociétés. Comment est-ce que ça se passe? On a par exemple une SAS, une SARL en bas. C'est la société commerciale et elle va être détenue par une holding qui elle-même pourra réinvestir une partie des bénéfices dans une SI. Ça, c'est le schéma qui permet de profiter du régime mère-fille avec une exonération de 95% de la remontée des bénéfices. Prenons un exemple pour bien comprendre. Alors, ce n'est pas 95% de la remontée des bénéfices, c'est 95% de la remontée des dividendes. C'est important parce que le dividende est un bénéfice après impôt. On a Charles qui est chef d'entreprise, il a une SAS avec un résultat après impôt sur les sociétés de 150 000 euros. Sans holding, voici sa situation. Il verse des dividendes, 150 000 euros, il paye 30% de PFU, c'est 45 000 euros. Il a donc un résultat net dans sa poche de 105 000 euros. Derrière, il va pouvoir utiliser la holding et avec ce schéma, il va cette fois-ci faire une remontée de dividendes de 150 000 euros. Avec une exonération sur 142 500 euros, 95% on le rappelle, il a donc un IS au niveau de la holding de 1125 euros et un résultat net dans la holding qu'il pourra utiliser de 148 875 euros. Ça fait donc un gain grâce à la holding de 43 875 euros entre les deux situations. Il faudra bien sûr ensuite réinvestir en utilisant la holding pour que ça soit réellement intéressant. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce genre de vidéo? Très dangereux. Ouais. Très dangereux. Il y a des avocats aussi qui peuvent te conseiller ça. Et des... Alors, avant de voir pourquoi il dit que c'est très dangereux,
Je vais agrandir un peu l'écran parce que ça ne sert pas. Il faut rappeler que c'est du contenu promotionnel. Ils te disent clique en lien. C'est sûr qu'un comptable, il va te pousser à avoir ta société holding. Ta société holding, puisque ça lui fait un nouveau client, une nouvelle comptabilité, une création de société, plus tous les frais liés à la création de société holding. Donc, c'est pour ça qu'il faut maîtriser, moi j'appelle ça le syndrome du coiffeur. Si tu vas voir un coiffeur et que tu lui demandes si tu as besoin d'une coupe, il va toujours te répondre oui. Un comptable te dira toujours oui, un avocat également, puisque effectivement, comme ils le disent un peu plus loin, c'est des commerçants. Mais intéressons-nous à pourquoi c'est dangereux. Comptable. Mais tu sais, souvent je dis, personne ne connaît la maladie à part le malade. Tu vois ce que je veux dire? Un médecin, il ne sait pas ce que tu as à part toi. Il faut demander au malade. Les comptables ou les avocats, ils connaissent à peu près les lois au niveau fiscalité, etc. Mais ils vont te conseiller. Mais les lois, déjà, évoluent très vite. Et crois-moi, même les gros cabinets qui en France, là, on parle du marché français, on connaît par cœur, ils ont souvent tort. Alors, les avocats ont souvent tort. Ça dépend pourquoi tu vas les voir. Tu parles de conseiller fiscal, d'avocat fiscaliste. Un avocat fiscaliste, il te conseille sur la fiscalité. Il ne va pas te conseiller forcément sur le droit des sociétés. Si demain, tu as mal au ventre, tu ne vas pas voir un podologue. Ça peut paraître con dit comme ça, mais c'est très important de le préciser. Ils vont te mettre dans des schémas où ils ont souvent tort. Je vais t'expliquer pourquoi. S'ils te mettent dans des schémas dans lesquels ils ont souvent tort, tu peux engager la responsabilité d'un avocat. C'est important de le dire, ils ont des assurances professionnelles également. Je vais te faire un petit dessin, un petit croquis. Ouais. La réalité de la holding, c'est quoi? Le schéma de ce monsieur. Ok. Ici, tu as une holding. Ok. Dans les grandes lignes, il a raison. Tu as la holding ici. En dessous, tu as ta société d'exploitation. D'accord? Tu as ta société. Cette société, elle va faire, par exemple, 1 million de bénéfices. D'accord? On arrondit, tu as 1 million de bénéfices. Elle paye son IS. Elle paye son IS, donc 250 000 euros. Il reste 750 000. Les 750 000 peuvent remonter ici. C'est ce qu'on appelle le régime Murphy. Yes. D'accord? Et en effet, cette holding, donc là, après, tu as 95% d'exonération quand ça monte. Donc, la holding paye l'impôt que sur 5% des 750 000. Donc, elle va payer 30 000 euros. Oh, non. Elle va payer l'impôt sur 30 000 euros, ce qui est complètement différent. 750 000 euros, si tu fais le calcul de tête, tu payes 25% sur 5%. Donc, 5% de 750 000 euros, ça fait 37 500 euros. Tu vas payer 25% dessus, ça doit faire moins de 10 000 et plus de 9 250. Allez, on va l'arrondir à 9. Tu vas payer 9 400 euros d'impôt. Faites le calcul, 25% de 37 500, ça doit être légèrement en dessous de 9 400. C'est 3 fois moins, tu ne payes pas 30 000 euros. Et encore, si la société possède plus de 95%, à ce moment-là, tu as une exonération de 99%. On l'a déjà expliqué, regardez sur la chaîne, vous trouverez du contenu par rapport à ça. Ensuite, tu as ton argent ici dans la holding. L'argent, il n'est toujours pas dans ta poche, c'est dans la holding. Pourquoi ils font ce montage-là? Parce que si tu veux acheter ici un bien sous SCI, ce montage-là, il te permet, allez, on va dire que tu vas payer 5%, 40 000, il te permet d'avoir 710 000. C'est une réalité. Que tu vas pouvoir descendre, en effet, à ta SCI. OK? Alors que si tu n'avais pas de holding, les 750, tu es obligé de les prendre à titre personnel. Donc, dessus, sur 750, tu vas payer 50% d'impôt. Il va te rester 370 000. Et là, à titre personnel, tu viendras créer une SCI ou à titre personnel, tu vas acheter directement ton bien. Mais tu auras perdu la moitié qui sera partie en fiscalité. Ça s'appelle l'effet de levier fiscal. C'est l'un des leviers de la holding, en plus du levier juridique. C'est pour ça que la holding, c'est très bien. Mais pas ce modèle-là. Ça, c'est un modèle amateur. Faudra le dire à Bernard Arnault, parce que c'est ce modèle-là qu'il utilise. C'est un modèle que beaucoup de comptables et d'avocats te demandent de faire. Il est très dangereux, je vais t'expliquer pourquoi. Tu as mis 710 000, tu arrives ici avec 710 000, tu achètes un bien. Ceux qui font des crédits, ils vont faire un effet de levier avec 710 000, ils iront chercher 2 millions. Si tu vas chercher 2 millions d'euros avec 710 000 euros, moi, j'appelle pas ça du levier. Le PNL s'appelle Pooley and Leverage, justement par rapport à l'effet de levier.
l'utilisation d'un bon levier avec un bon historique, avec ce genre d'apport, on serait plus aux alentours de 3,5 millions que de 2 millions. Important de le préciser. Ceux qui font pas de crédit, que je respecte, hein, parce que j'en ai marre qu'on me critique sur la riba, je respecte les deux, et je vais vous expliquer comment on peut faire de l'argent avec et sans financement. Mais là, si tu veux, tu as acheté ton bien, on va dire, tu n'as pas fait de crédit 710 000. Tu as SCI. Ensuite, tu as fait ça la deuxième année, tu as une deuxième SCI. D'accord? Ou ici, ou alors tu mets 2 biens sur la même SCI. Ici, tu peux avoir encore une autre société en dessous d'exploitation. D'accord? Une autre société. On va voir. Et tout remonte les bénéfices. Maintenant, tu sais, dans le business, on imagine toujours un scénario catastrophe. On n'imagine jamais le meilleur. Toujours. Se préparer au pire et espérer le meilleur. C'est un très bon conseil. Pour le pire. Une holding, en fait, c'est pas fait que pour te faire gagner de l'argent. C'est fait pour sécuriser l'administration et les banques. C'est pas fait pour t'avantager. Je dirais qu'une holding est plus un outil de gestion et de centralisation du patrimoine que rassurer les banques, parce que les banques, et oui, effectivement, ça les rassure indirectement, puisque tout est centralisé, il y a un interlocuteur au lieu d'avoir 10 interlocuteurs. Rarement à tout ce que les gens pensent. Tu sais, moi, j'entends des potes, ouais, j'ai ma holding. Ça veut rien dire. Ça, c'est le côté fantasmé et fantasmatique de la holding. Les gens aiment bien dire en ville, et même appeler leur société holding. Comme le mec, j'ai ma start-up. Ça veut rien dire tout ça, j'ai ma holding. Je vais t'expliquer pourquoi. Demain, tu as une entreprise ici qui est défaillante. Cette entreprise ou celle-ci, elle est défaillante. Le CEO, il ne marche pas. Elle est défaillante. Ça peut arriver. Oui. Ton entreprise, elle est défaillante. Elle part en liquidation. Elle est liquidée. Plein d'hommes d'affaires ont liquidé des boîtes, même à haut niveau. OK? Elle est liquidée. Le juge, c'est à l'appréciation du juge, il peut demander l'expansion de la liquidation. Alors, cette notion, elle est excessivement intéressante. Faudrait encore utiliser les bons termes. On ne dit pas expansion de la liquidation, mais on dit extension de la liquidation. Et en réalité, c'est plutôt le liquidateur qui fait la demande au juge. Et le juge peut l'octroyer ou pas s'il y a des éléments tangibles. Ça ne s'octroie pas comme ça ou à la tête du client. Les éléments vont être notamment la faute de gestion et ce qu'on appelle la confusion de patrimoine. Et c'est marrant parce que je vais refaire mon petit moment publicité. Dans le PNL, et notamment j'avais un membre de la première édition qui avait regardé cette vidéo, j'avais fait toute une partie que j'appelle la tueuse de groupe. Et ça permet de comprendre comment ça fonctionne pour éviter que le juge vous l'octroie. On n'est pas dans une république bananière, on peut octroyer que s'il y a un fondement légal, et ce n'est pas à la gueule du client. Et ça, c'est très important de le préciser. Nous sommes dans un état de droit. J'ai dans ma pratique professionnelle liquidé des sociétés. Certaines avaient eu... Alors, dans ma pratique, ce n'est pas moi qui ai liquidé directement, mais j'ai travaillé dans ça. Et notamment, on faisait toujours en sorte d'éviter ça. Il y a eu des insuffisances d'actifs. Pour autant, le juge n'a pas pu demander la procédure d'extension de la liquidation, et donc c'était sécurisé. Mais ça, c'est de la compétence, c'est du capital humain, c'est savoir ce qu'il faut mettre en place et le savoir en amont. Mais en France, on a plutôt tendance à attendre que sa baraque prenne feu pour essayer de se soucier. Est-ce qu'il y a un risque de mettre des sprinklers pour éviter l'incendie ? J'avais demandé sur le Telegram, et n'hésitez pas à le rejoindre, le lien se trouve dans la description. Et une personne m'avait répondu à très juste titre, c'est peut-être le biais de l'éducation nationale gratuite. Et effectivement, cette éducation nationale gratuite fait qu'on a l'habitude de ne pas payer pour l'information, et après on s'étonne quand ça arrive. Mais c'est juste de la préparation et des procédures que tu dois mettre en place et faire excessivement attention à ça. Mais pour ça, il faut le connaître, et peu de gens connaissent cette chose. Et j'avais des membres du mastermind qui m'avaient dit je n'étais pas familier avec ça, et effectivement, il faut faire attention. L'expansion de la liquidation de la société remonte à ta holding. C'est comme un cancer. Alors, l'extension de la procédure, et ça c'est très important d'utiliser les bons termes, parce que si tu cherches expansion de la procédure, tu ne vas pas trouver grand-chose. L'extension de la procédure, elle ne monte pas forcément à la holding. Elle peut aller sur une SCI, elle peut aller sur d'autres sociétés lorsqu'il y a ce qu'on appelle une confusion de patrimoine. Et ça arrive sur des fautes de gestion et des choses très factuelles. Donc c'est très important.
métastasé. Ça remonte à ta holding. Et le juge va dire, cette société, elle a une perte d'1 million. Bon, où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher de l'argent? Parce que ce qu'il veut, c'est recouvrir les pertes. Et maintenant, ils peuvent même aller te chercher à titre personnel. Ça peut aller très loin. SARL, ça protège de rien du tout. Holding, encore moins. Attention, on peut aller te chercher à titre personnel, encore une fois, si tu fais ce qu'on appelle une faillite personnelle, une faute de gestion. Et ça, c'est très important. Et tous les entrepreneurs doivent maîtriser ce qui déclenche ça, puisque c'est un risque auquel on est confronté. J'ai envie de dire, quelqu'un qui va faire la randonnée dans des sommets, par exemple, qui va faire le Mont Blanc, l'Everest et tout, il est obligé de savoir comment se comporter en cas d'avalanche. On n'espère pas qu'il va avoir une avalanche, mais on est obligé de savoir se comporter. Qu'est-ce qui va se passer si ça arrive? Et faire en sorte d'avoir tous les process pour que si ça arrive, ben, ça ne nous fasse rien. Et là, c'est exactement pareil. Si on vient de chercher à titre personnel, c'est que tu as fait une faillite personnelle. Pour déclencher une faillite personnelle, il faut le faire exprès. Par exemple, il faut ne pas tenir de comptabilité, il faut avoir tapé dans la caisse, il ne faut pas avoir déclaré. Vous pouvez chercher, vous trouverez les arguments. C'est pas parce que tu te plantes qu'on va aller te chercher, ton patrimoine. C'est si tu fais une faillite personnelle. Encore une fois, il est important de mettre de la nuance et de dire que c'est l'exception des cas et pas la totalité des cas, et que ça vise que les personnes qui font les choses mal. Donc, il vient là, il dit, bon, la holding, elle détient quoi? Des SCI qui ont quoi? Des maisons? On prend tout. Attention. Alors ça, c'est pour ça que j'ai évoqué dès le départ le biais. On ne prend pas tout. On prend l'actif qui est nécessaire, qui manque. Il y a un trou d'actifs. S'il n'y a pas suffisamment d'actifs, on appelle ça une clôture pour insuffisance d'actifs. Donc, si tu as une dette de 1 million d'euros et 10 millions d'euros de patrimoine, on va venir te récupérer 1 million. On ne va pas te prendre tout. Par contre, oui, si tu as 1 million d'euros d'actifs et que tu as 10 millions d'euros de pertes parce que tu es réellement mauvais, ah oui, là, on va te prendre tout. Mais même en te prenant tout, tu es toujours en perte. Ah, c'est un danger. On te prend tout ton travail. Même joueur joue encore. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est la réalité. Donc là, tu as 10 entreprises en dessous qui dégagent du bénéfice qui remonte à holding. Tu as investi dans ton patrimoine immobilier. Tu as fait plein de holding. Tu as investi. Très bien. Un jour, parce qu'un jour, bah, ton business, il ne fonctionne plus. Un jour, tu as un redressement fiscal et l'administration n'est pas d'accord avec toi. Ils vont te redresser d'1 million. Il faut quand même le faire exprès pour avoir un redressement fiscal d'1 million. Mais je pense que c'est plus de l'expérience. Parce que c'est très rare qu'elle vienne te prendre 1 million si tu n'as rien fait. Personnellement, bien évidemment, le mec qui se fait contrôler, il dit tout le temps qu'il n'a rien fait. Ça, c'est... Et il dit tout le temps que la justice, ça n'est pris à lui et tout ça. Mais moi, j'ai déjà vu des cas où on a gagné en justice alors que la société était fautive et que c'est l'administration fiscale qui nous a remboursé l'argent. Et je parle de grosses sommes où on approche quasiment le million d'euros. On avait racheté une société qui était en faillite et qui avait eu un contrôle fiscal pour de la fraude carrousel de TVA. Et on avait réussi à remporter le procès et donc à récupérer l'argent. Donc c'était une très belle opération parce qu'on avait acheté la boîte qu'un euro. Mais en introduction, j'ai parlé d'un biais, ça sent le vécu, mais il ne faut pas faire de son propre cas une généralité. Un jour, tu as 60 ans, tu es fatigué, tu n'en peux plus de gérer ta boîte, elle est défaillante. Avant, il y a 20 Alors, oui, tu peux la liquider, ta boîte, je vais laisser... ans, ils remontaient rarement à la holding, mais ils le font de plus en plus. Monter rarement à la holding. Il ne remonte à la holding que s'il y a des raisons pour remonter à la holding qui sont des fautes de gestion, comme je l'ai dit. Par exemple, j'ai un membre de ma famille, il a décidé d'arrêter sa société, il a fait une liquidation, il avait d'autres sociétés et une holding. Il n'y a pas eu de procédure d'extension malgré l'insuffisance d'actifs sur la société liquidée. Donc, en soi, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Si tu fais des fautes, oui, là ça va faire mal. Si tu vides ta société et que ta holding a pris tout l'argent de ta société, ne lui a pas permis son développement et que tu t'es servi n'importe comment, oui, il ne faut pas s'étonner d'avoir des surprises ensuite. Je vois énormément ce cas de figure. Et là, personnellement, je vois rarement ce cas de figure. Ils vont voir tout ce que tu possèdes. Et là, ils vont tout liquider, taper. Non, ils ne vont pas tout liquider, ils vont récupérer l'insuffisance d'actifs. Oui, si tu as 10 millions de pertes et que tu as 1 million d'actifs, ce qui signifie une chose, c'est que tu n'es pas forcément un très bon entrepreneur, oui, ils vont tout te prendre. Mais même en te prenant tout, ça ne couvrira pas ta perte. Si demain, tu as 10 millions
et que tu as 1 million de pertes, ils viendront récupérer 1 million. Ils ne peuvent pas venir rechercher plus. C'est comme si, par exemple, tu as un immeuble, tu n'as pas payé ton crédit, ils vont le mettre en vente. Si tu dois 800 000 et que la banque le vend 1 million, ils vont récupérer les 800 000 et ils vont te restituer les 200 000 excédents. Ils ne peuvent pas s'enrichir sur ça. T'as perdu toute Toute ta vie. ta vie. Voilà. Le modèle, il est comme ça en Europe. Hein. C'est très dangereux, la holding. Pas qu'en Europe, même en dehors de l'Europe. D'accord. Tu sécurises un peu plus quand tu as une holding, par exemple, à l'étranger. Pas du tout. La holding à l'étranger, on va en parler. La holding à l'étranger, ça fait vraiment rêver les gens. Mais la holding à l'étranger, depuis le 1er janvier 2024, donc c'est un conseil très récent. Si par exemple, tu as ta holding à l'étranger, donc holding à l'étranger, on va mettre Luxe, on va mettre Belgique, on pourrait mettre Chypre également, ça fait rêver, qui a des sociétés, des SAS et des SCI. Premièrement, il faut avoir conscience d'une chose, donc tu as 100 000, et là, toi, tu es résident, ça peut être en France, ça peut être en Belgique. Imagine que cette société, la SAS, te remonte 300 000 euros de dividendes et la SCI te remonte 100 000 euros de dividendes. L'administration fiscale française, belge ou d'autres pays dans lesquels sont les sociétés, l'administration fiscale sur ces sociétés va demander un certificat de résidence fiscale. Parce qu'une société a une résidence fiscale. Et si ce certificat de résidence fiscale montre que ta société n'est pas résidente fiscale au luxe en Belgique ou à Chypre, on va considérer qu'elle n'existe pas. Donc en fait, tous les revenus vont remonter. Toi, c'est comme si la société te versait 400 000 euros. Donc tu vas payer le dividende sur 400 000 euros. Les Belges appellent ça, à très juste titre, la règle de transparence forcée. Ça transforme la société en transparente et tu vas payer les taxes. Et pire encore, tu vas avoir la non-application du régime mère-fille. Tu vas avoir la non-application du régime mère-fille ici et ici. Et donc, on va t'appliquer les retenues à la source. Retenues à la source. À la source, tu vas avoir 30%. Donc, c'est catastrophique de faire ça. Et ça, c'est pour ceux qui veulent chercher et qui veulent vérifier. On ne va pas se tromper de terme. On aime la précision. ATAD 3 en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et qui s'appelle c'est Unshell Company. C'est contre les holdings à l'étranger, notamment les holdings luxembourgeoises. Pour être résidente fiscale, pour avoir son certificat de résidence fiscale, qu'est-ce qu'il va falloir prouver? Il va falloir amener de mémoire, alors ça je l'évoque dans le Borderless Entrepreneur, il me semble que c'est 2 des 3 éléments. Donc, il va falloir avoir des gérants sur place. Ces gérants ne peuvent pas être des gérants dans d'autres sociétés, notamment au Luxembourg, vous aviez beaucoup d'administrateurs de sociétés holding qui étaient administrateurs sur 5, 6, 7 sociétés holding. Il faut qu'ils soient uniques, donc il faut verser le salaire en unique. Pour vous donner un ordre d'idée, salaire minimum au Luxembourg, c'est 3 000 balles par mois chargé. Donc, ça fait déjà 36 000 euros. Il va falloir avoir un compte en UE, ça, c'est facile à voir. Et il va falloir avoir des locaux à usage unique. Ça veut dire votre propre bureau, pas une simple domiciliation. Usage unique. Donc, en gros, tu vas devoir avoir des bureaux, tu vas devoir avoir des employés sur place. Ça va te coûter de la substance. Tu ne vas pas juste créer une société là-bas, l'appeler holding et dire « ça y est, j'ai ma holding ». Pire encore, ce qui n'est pas dit, et il me semble qu'il est résident luxembourgeois, va ouvrir un compte bancaire pour une holding luxembourgeoise. Déjà que c'est dur pour des sociétés d'exploitation, même pour des résidents luxembourgeois. Bonne chance d'aller ouvrir un compte bancaire pour ta holding, surtout dans des pays où tu dois déposer le capital social, comme le Luxembourg. Alors oui, il y a la solution de ceux qui disent All qui paye ou un truc comme ça, mais ce n'est pas une solution viable pour une holding. C'est important de le préciser. Donc, holding à l'étranger, ça fait fantasmer
comme la holding tout court, c'est le niveau de fantasme un peu plus haut, tu vois, c'est la belle nana, mais c'est avec la lingerie fine au bad. Donc là, tu es vraiment dans le fantasme, la holding à l'étranger. Mais la holding, elle doit être résidente, elle doit être là où vous êtes résident fiscal. Ou sinon, il faut avoir de la substance, payer des employés et des administrateurs, c'est-à-dire qui gèrent votre société. Merci le prix. Et ensuite, quand vous allez avoir, vous avez également les procédures d'abus de droit, où on va vous dire, mais pourquoi vous avez fait votre holding en Belgique ? Ah ouais, c'est parce que j'ai vu une vidéo qui m'a dit qu'il fallait que je fasse une holding patrimoine, une holding business, et que j'ai vu un podcast sur lequel on me disait qu'il fallait que je la fasse en Belgique. C'est pas très sérieux, tout ça. On revient à nos moutons. Ok. Tu vois. Je vais t'expliquer mon modèle à moi. Moi, j'ai 2 holdings en Suisse. Une que je dis qui s'appelle HF, donc Holding Wakim Finance, et une HB, Hakim Holding Business. Et donc souvent, alors pour revenir ici, tu vois, Wissem, souvent, les banques, tu as la holding comme ça, ils regardent les bilans. Alors quand tu travailles avec les banques, ils regardent les bilans de ta société pour, même si tu remontes moins d'argent, 100 000, pour te prêter ici, pour acheter. Yes. Ils regardent. Ils aiment bien quand tout est uni comme ça. Attention, les banques adorent ça. Mais moi, je dirais pas les noms, mais il y a des entrepreneurs qui avaient des grosses franchises en France, qui avaient 250 points de vente, et à côté, qui avaient 100 murs commerciaux, qui appartenaient à une centaine de SCI. Ils ont tout perdu. Le jour où les restaurants étaient défaillants, ils leur ont pris tous les murs. Ouais, ils vont tout chercher. Ils leur ont pris tous les murs. Ils sont retournés salariés. Je connais 2-3 personnes qui avaient une fortune de 100 millions, ils sont redevenus salariés. Alors, le couple SCI plus société d'exploitation, c'est le couple infernal. Et ce terme ne vient pas de moi, il a été pas mis en lumière en 2020, il a été mis en lumière par un professeur qui s'appelait Maurice Cauzion, professeur émérite de droit fiscal et droit des affaires. Et je pense qu'il y a 20 ans. Généralement, les procédures d'extension, pas d'expansion mais d'extension, concernent principalement les sociétés d'exploitation où le local est détenu par une SCI. Et ça, c'est tout simple. C'est le plus facile d'étendre les procédures aux SCI, mais lorsque c'est bien géré, c'est très difficile de le faire, voire quasi impossible. La différence entre ce qu'il explique de tout perdre, si les mecs ils ont perdu leurs 100 murs commerciaux, je peux te dire que en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas fait un investissement qui est terrible, c'est d'envoyer 2 ou 3 courriers recommandés à 7,50 €. Et c'est ça, vous voyez, c'est un truc tout bête, mais le fait de ne pas envoyer ces courriers, c'est ce qui va permettre au juge. C'est vrai que ça coûte excessivement cher. C'est vrai que de faire rêver avec une holding à l'étranger, ça coûte beaucoup plus cher pour sécuriser que 2-3 courriers recommandés à 7,50 €. Et effectivement, quelquefois, c'est l'absence de ces courriers qui permet de qualifier l'expansion de procédure. L'extension. Il m'a drogué avec son expansion. Revenons à nos moutons. Parce qu'ils ont écouté des gros cabinets de fiscalistes. C'est pas qu'ils ont écouté, c'est que si on leur a pris, c'est qu'ils ont fait n'importe quoi. Donc, c'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Mettre la faute tout le temps sur les autres, ça, je reprends la phrase de mon boss, le point commun entre tous leurs échecs, c'est eux. Ça reste eux. Je peux te rassurer que si tu prends par exemple quelqu'un qui va s'en taper une et qui s'en tape une, c'est le mec qui avait racheté, le mec de Bordeaux là, qui avait fait n'importe quoi avec les sociétés qu'il avait rachetées. Et effectivement, il va avoir une procédure d'extension. Mais après, c'est normal puisqu'il a pris tout le PGE d'une société pour l'envoyer sur une autre société. Il ne faut pas exagérer. Ils peuvent payer des avocats, mais personnellement, ils auraient suivi le mastermind PNL. Tata, petite publicité, tout. C'est quelque chose qui nous prend 1 heure, 2 heures à expliquer, en plus du e-learning. C'est des réflexes à obtenir quand on est un entrepreneur et qu'on veut se développer, qu'on veut avoir plusieurs sociétés, qu'on veut réinvestir les profits de sa société. Il faut avoir le capital humain. Je reviens sur l'exemple de l'incendie. Le Français, il préfère attendre que sa maison soit en feu pour agir. Si tu fais intervenir quelqu'un en amont pour faire attention et te souligner les trucs qui sont dangereux, il va te dire que la prise électrique dans l'évier à côté de la bonbonne de gaz, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Donc tu vas la déplacer et ta maison ne prendra pas feu. Mais c'est exactement pareil. Quand tu vas faire un groupe, tu vas te former.
Personnellement, moi, j'ai pas une formation juridique à la base. Celui qui m'a payé la formation juridique pour être au fait de ces problématiques, c'est mon boss qui gérait un fonds. S'il m'a payé ça pendant 2 ans, j'ai eu mon salaire, il a tout payé. C'était pas pour le RSE ou un truc comme ça. C'est parce qu'il considère que c'est important. Donc, quelquefois, il faut accepter d'apprendre, de monter en compétences, de se reformer pour acquérir des compétences qui sont vitales. Et l'aspect juridique dans une société, c'est quelque chose d'important. Si vous prenez, par exemple, si vous prenez Warren Buffett, son associé, c'était quoi? Un avocat. Si vous prenez le bras droit de Bernard Arnault, c'était qui son bras droit? Un professeur de droit. Donc, ces gens-là, s'ils ont compris ça, c'est peut-être qu'il faut le comprendre. Alors, soit tu payes, soit tu acquiers la compétence. Et ça, c'est très important de le préciser et d'insister dessus. Des noms à la défense, Ouais. en veux-tu, en voilà, avec des grosses factures à 50 000, Le PNL est beaucoup moins cher. mais qui, à mon sens, travaillent aussi avec l'administration. Donc, ils vont te Bon, oh là là, putain, mais bientôt, tu vas nous dire que la Terre, elle est plate. conseiller pour que tout le monde soit arrangé. Ouais. Hein. Et plus je te conseille mal, plus tu reviendras me voir parce Bien que sûr. tu seras embêté tous les 2-3 ans. Le médecin, il gagne son argent où? Exactement. Dans le cancer, c'est pareil. Alors, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Ok. Donc, Et comme je le rappelle, quand tu vas voir un avocat fiscaliste, il te conseille sur la fiscalité, pas sur le droit des entreprises, pas sur le droit des entreprises en difficulté. Même dans les masters de spécialisation qui sont généralement le master 1 et le master 2, plus en master 2, tu vas soit te spécialiser en fiscalité, soit tu vas te spécialiser en droit des entreprises et ce qu'on appelle le restructuring, le droit de la faillite. Tu ne vas pas voir un podologue pour soigner ton maux de tête. Tu vas pas voir un dentiste pour t'opérer du genou. Ça vous paraît logique dit comme ça, comme tu vas pas voir un fiscaliste pour des sujets de droit des affaires. C'est pas sa spécialité. C'est le problème un peu des avocats, c'est qu'ils ont le même terme pour tout. Si demain tu demandes à ton fiscaliste de gérer ton divorce, tu risques d'avoir de mauvaises surprises. Et je pense que tu n'es pas assez con pour le faire. Mais c'est exactement pareil. là, pourquoi j'ai parlé des banques? Tu fais ça. Tu as ici Et il faut rappeler, en cas de défaut de conseil d'un avocat, c'est sa responsabilité qui paye. ta société. OK? Yes. Ta société, elle est détenue par une holding. OK. Holding business. Mhm. Elle détient ton patrimoine professionnel. Jamais ton patrimoine personnel, ton foncier. Tu as ici une autre holding. Holding foncière. Là, c'est cette holding qui en dessous détient les SCI. Tu vois, tu peux en avoir 10, 20, 100, autant que tu veux. C'est 2 choix. Soit tu as une SCI qui a plusieurs biens, soit tu fais une SCI par bien. Avantage, inconvénient, une SCI par bien. Demain, tu veux céder ton bien, tu peux faire une cession de part sociale. C'est plus facile. Alors ça, c'est super intéressant ce qui est dit. Personnellement, ça dépend de la stratégie. Oui, sur des stratégies de revente, ça peut être intéressant. Cependant, pourquoi se priver quand une banque peut financer plusieurs biens sur une SCI? Ça dépend de quel point de vue tu te places. Si tu te places de création de patrimoine, gestion de patrimoine, c'est du cas par cas. C'est très important de le préciser. Et, ça, pareil, sur le Mastermind PNL, on a la partie immobilière sur comment faire et on explique pourquoi, quelle stratégie adopter sur les SCI et pourquoi on adopte cette stratégie particulière. Tandis que tu n'es pas obligé de passer par un notaire. Voilà, D'accord. tout simplement. L'avantage, il est surtout là. Et aussi, des fois, tu as des associés par SCI. D'accord? Après, tu peux avoir une seule SCI qui a plusieurs biens, 10 immeubles, 20 immeubles, etc. Bon, la gestion est plus simple. Parce que déjà, quand tu as des SCI, quand tu en as plusieurs, tu dois embaucher des comptables. Les comptables, aujourd'hui, sont de moins en moins formés. Je le vois tous les jours. Donc, leur faire de la gestion. Alors, le comptable de moins en moins formé, et j'en ai pris l'exemple, on en avait même fait un podcast sur DM, le comptable est le pire ennemi de l'entrepreneur ignorant. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur ignorant va faire une confiance aveugle à son comptable, et c'est tout à fait vrai ce qu'il dit, il y a beaucoup de comptables qui sont excessivement mauvais, mais en réalité, c'est ton manque de capital humain qui t'empêche de challenger ton comptable et donc de voir s'il est incompétent ou compétent. Donc, c'est seul toi qui va avoir la puissance
et la connaissance. Mais pour ça, il faut monter en connaissance. C'est pour ça que, selon moi, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Être entrepreneur, ça demande d'être multirôle. C'est un peu comme le Rafale. Tu dois être aussi bon sur, sur la gestion que sur comprendre des choses qui ne sont pas données à tout le monde. Gestion multi-société, ça devient hyper compliqué pour eux. Donc, des fois, une société, ils envoient les factures à tous les locataires, c'est pas plus mal. Donc l'inconvénient pour ça, pour avoir une seule SCI, c'est quoi? L'inconvénient, c'est quand tu veux vendre des parts sociales d'une SCI qui détient un seul bien. C'est ça le problème. Bon, tu es obligé de passer par un notaire, alors que si tu as une SCI par bien, tu fais juste une cession de parts sociales. Ok. Si tu as une SCI qui a 10 immeubles, Par contre, si je me souviens bien, dans une vidéo, Hakim, tu disais qu'il fallait faire les parts sociales devant notaire. Donc, si on suit ton conseil, même si tu revends, tu passes devant notaire. tu vas en vendre un. Tu es obligé de passer par un notaire et de faire la vente de cet immeuble-là. D'accord. Par contre, si tu as 10 SCI, une par immeuble, Mhm. tu veux céder cet immeuble, tu fais une cession de parts sociales des SCI. Ok. Très bien. Voilà. Et fiscalement, il y a un peu plus d'avantages Ok. au niveau de l'impôt sur la plus-value. Tu as un peu plus d'avantages fiscaux, mais plus d'inconvénients. Tu as 10 SCI à gérer. Bon, quoique une SCI, ça se gère quand même plus facilement qu'une société. OK? Donc là, tu as ce modèle. Là, tu as tes deux holdings qui n'ont aucun lien. Aucun lien. Ouais. D'accord? Je ne veux pas de lien entre les holdings. Alors, le fait d'avoir aucun lien rend plus difficile le financement, rajoute de la complexité, double les frais de gestion et double les frais de substance, notamment si tu émets dans 2 pays différents. Et je ne suis pas d'accord avec toi, parce que si tu as holding patrimoine, celle de droite, je pense, ouais, holding business, holding foncière, si ta holding patrimoine détient les SCI mis à disposition de ta holding business, l'exemple si elle détient les murs commerciaux dans lesquels tu as tes kebabs et que tu fais les choses mal, ils pourront aller totalement faire une extension de procédure sur l'autre holding sans aucun problème. Donc en fait, la raison pour laquelle ce montage est fait est rendu inopérant par rapport à tout avoir sous la même société. Et vaut mieux tout avoir sous la même société, par contre, de le faire bien. Ça ne protège pas d'une procédure d'extension, parce que la procédure d'extension, tu peux même le mettre sur des tiers. Donc en fait, la raison pour laquelle ce montage est fait, cette complexité est mise en place, ça n'a aucun intérêt. On complexifie, on ajoute de l'argent, on augmente son risque fiscal, on augmente ses frais comptables, et cela ne met pas du tout à l'abri de ce qu'on cherche à éviter en faisant ça. Celle-ci, elle a plusieurs sociétés. Chaque société remonte ses dividendes à la holding et cette holding continue à investir dans des restaurants, dans des barbershops, dans ce que tu veux. C'est le professionnel. Là, c'est le patrimonial. C'est ta retraite. Ta vraie richesse, elle est là, elle n'est pas là. Et si tu fais n'importe quoi sur ta holding business, tu te tapes une interdiction de gérer, ce qui t'empêche de gérer l'autre holding. Tu peux te taper également, un fichage Banque de France. Et si tu ne rembourses pas un crédit, les banques avec des SCI sur l'autre holding, ça aura le même impact. Elles vont se dépêcher à saisir tes biens. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt, à part si on voulait vendre des holdings, Ça peut couler. L'immobilier, j'ai rarement vu l'immobilier couler, sauf des grosses foncières. Il y a des baisses énormes et ils sont surendettés, etc. Chose qui arrive actuellement. Il y a plein de foncières à reprendre, justement, pour pas cher du tout en France, en reprenant la dette. C'est un autre sujet. Et là, si tu veux, comment ça se passe? Si tu passes par de l'emprunt, le banquier, dans les deux cas de figure, ça l'embête un peu plus, ce montage-là, mais lui, il s'en fiche. Pourquoi? Lui, il va regarder les bilans de ta holding professionnelle. Il va dire, cette holding, elle a des bons bilans, donc je vais pouvoir prêter à la holding foncière de monsieur, parce que c'est les mêmes actionnaires. Oui, sauf que c'est deux personnes complètement différentes, les holdings, que s'il y a un problème, il ne pourra pas aller chercher les biens de l'autre société. Oui, c'est bien pour un crédit à 150 000 balles, mais pas sur plusieurs millions d'euros. Pour développer son patrimoine immobilier. Tu vois? Ouais. Sauf que demain, il y a un problème ici. Tu as une entreprise qui est défaillante. Le juge, il peut aller t'embêter encore sur la holding professionnelle, mais il ne te touche pas le patrimoine. D'accord. Ça, c'est complètement faux. Ça dépend comment c'est fait. Et si les SCI détiennent les murs commerciaux des trucs business, ça revient exactement au même. Et si tu as un problème sur un fichage bancaire, tu auras exactement le même problème. Donc, c'est un faux sentiment de sécurité.
Tu comprends? Montage, voilà, je comprends. Il te trouve pas. Il faut vraiment diviser. Dissocier les deux. L'immobilier, c'est ta richesse. L'entreprise, tu as de la chance ou pas de la faire marcher. Je vais avancer un peu. J'avais noté 20 minutes 10 parce que ça parle de choses qui ne sont pas intéressantes. Donc, ok, mais c'est très dangereux. Bien se faire conseiller, mais diviser peut-être, comme tu viens d'expliquer avec ce schéma-là. Tu peux pas jouer avec des choses dans le business où ils sont à l'appréciation du juge. C'est-à-dire que tu as une personne en face de toi qui peut détruire ta vie. Alors là, la personne qui peut détruire ta vie, elle n'est pas en face de toi, sauf si tu es dans un miroir. Un juge, on n'est pas en Russie ou dans une république bananière. S'il n'y a pas de fondement qui permette la procédure d'extension, ils ne vont pas inventer du fondement. Ils sont tenus, on se plaint souvent de l'état de droit et des mecs qui sortent, des erreurs de procédure et compagnie, mais c'est exactement pareil. On est protégé par cet état de droit. Le juge ne peut pas, si tu n'aimes pas, moi j'ai le souvenir d'avoir dit à un liquidateur qui menaçait d'une procédure d'extension, je lui ai fait, si vous voulez perdre du temps, mais perdez du temps, et on sait très bien, vous et moi, que ça ne sera jamais accordé. Donc parlez, ouvrez votre grande gueule, allez voir le juge, ça ne pourra pas être octroyé. Est-ce que ça a été octroyé? Pas du tout. Pourquoi? Parce que il faut se protéger en amont. Et ça, c'est le rôle de l'entrepreneur. C'est pas à la gueule du client. La seule personne qui peut détruire ta vie, c'est toi-même. Le juge, il ne fait que juger des éléments tangibles. Il va pas les inventer. Il n'est pas là pour faire des cadeaux, mais il n'est pas là non plus pour punir en dehors de son droit. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas à son bon vouloir. Il peut dire, bon, c'est bon, la société était défaillante, on va pas toucher à ces SCI. Comme il peut dire, mettez tout en liquidation tant qu'il ne rembourse pas. Non. Oh putain. On sent le vécu, mais je pense que c'est plus le vécu où il y avait beaucoup de pertes et qu'on a pris le patrimoine, mais qu'il y avait plus de pertes que de patrimoine. Donc, et ça serait curieux de savoir pourquoi il y a eu tout ça. Bon vouloir. Son bon vouloir. Donc, c'est pas son bon vouloir, ça s'appelle le droit. Il doit appliquer le droit, respecter le droit. C'est pas au bon vouloir. tu ne peux pas jouer avec ton patrimoine alors Tu ne peux pas jouer avec ton incompétence. que tu as passé 20 ans de ta vie à le construire. Donc, séparez bien l'immobilier du professionnel. Sécurisez bien votre immobilier, mettez les bonnes stratégies et montez en capital humain. Même si les banques demandent le contraire. Des banques qui vont dire, pour ceux qui font des prêts, je répète encore une fois, non, mais gardez tout sous la même holding. Mais non, ils ont une emprise totale sur toi. Tu es vulnérable. La banque, demain, tu lui dois, je sais pas, 10 millions, on parle de sommes importantes parce que voilà, elle va sur ta holding, elle bloque tout et elle bloque tout ton patrimoine. Merci monsieur, vous avez travaillé 25, 30 ans, c'est gentil, bonne journée, on récupère tout, on vend tout, au revoir. Vous avez créé de l'emploi, vous avez tout fait tourner la... Non, on couvre les pertes avec... comme j'ai dit, si tu as 10 millions de pertes et 1 million d'actifs, oui, ils vont tout te prendre. Et ça, c'est assez normal, quoi. Machine, tu vois, Ouais. c'est hyper dangereux. Et les holdings, je maîtrise bien parce que j'en ai eu une trentaine à travers le monde. Donc, c'est un domaine que je maîtrise bien. On voit pas l'intérêt d'avoir 30 holdings, mais... Justement, à travers le monde, quels sont les endroits où il est mieux d'aller faire sa holding dans son pays de résidence fiscale. pour avoir peut-être moins de problèmes si jamais tu as des défaillances d'entreprise? C'est comme tout dans la vie, c'est comme l'immobilier, c'est comme tout. Avantages et inconvénients, Wissem. Tu as toujours avantage. Ça, c'est très bien. Mais est-ce qu'il va parler de ce qu'on a vu précédemment? Rappelez-vous, les règles de transparence Avantage, forcée. inconvénients. Si tu as ta holding en France, avantage, les banques vont te financer plus facilement. C'est exact. Celui qui travaille avec les prêts bancaires, ils vont le financer. Si ta holding, tout de suite, elle est en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, ça peut freiner les banques françaises. Et ça peut exciter le fisc et augmenter ton imposition. C'est ce qu'on a vu. Vous pouvez le vérifier. Ça veut dire que tu perdras tout intérêt de la holding puisque tout le revenu de la holding te sera versé. Ce qui ne sert à rien. C'est très important de le préciser. Je le rappelle, à tête 3, la société devient transparente. Tous les dividendes versés seront frappés d'une retenue à la source et tous les dividendes qui arrivent dans la holding seront réputés versés comme si tu te les étais versés directement de la société. C'est-à-dire que ta holding, tu l'auras faite pour rien. C'est intelligent comme méthode.
aujourd'hui. Ça dépend dans quel pays tu es, dans quel domaine tu es, est-ce que tu as besoin des banques, est-ce que tu es dans des business qui nécessitent des capitaux ou pas. Demain, tu vends une trompette sur Internet, tu n'as pas besoin de capitaux. Mais demain, tu développes un groupe de restaurants ou un groupe d'hôtels, tu as besoin d'argent pour financer tout ça. D'ailleurs, quand tu développes ces groupes-là, tu gagnes jamais d'argent. Tous les bénéfices sont destinés à construire le groupe. Tu gagnes quand tu vends. Ouais. Tu vois, alors qu'il y a des business où tout de suite tu distribues, tu as du cash flow qui rentre tous les mois. Immédiatement. Tu vois. Donc, pour les personnes qui font pas de crédit, par exemple, vaut mieux qu'ils créent leur holding à l'étranger alors. Oh, le conseil, attention à la réponse. Celui qui n'a pas besoin de prêt, oui, ça peut être bien une holding en Belgique, il peut y avoir des avantages. Oh là là, merci du conseil, parce que là, il vient de vous donner le pire conseil. Vous n'êtes pas résident, vous ouvrez votre holding en Belgique, et après, on s'étonne que le fisc vienne réclamer 1 million à monsieur. Donc, il y a peut-être un CQFD, et il faudrait peut-être apprendre de ces leçons pour éviter de les reproduire. Par exemple, sur la plus-value, il n'y a pas de plus-value en Belgique. D'accord. Tu vois. Donc, tu as des avantages. Après, ça dépend des conditions, ça dépend. Faut toujours être bien conseillé. Et crois-moi, des bons comptables, pour moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, c'est 5%. Des bons avocats, c'est 5%. Il faut que les gens qui nous regardent n'oublient pas que ces gens-là sont des commerçants. Un commerçant, ce qu'il veut, c'est que tu viennes le plus souvent chez lui. Il ne va pas te donner la science exacte. Et comme je le dis, tu veux avoir des bonnes infos, demande à un malade ce qu'il a, pas au médecin. C'est pareil. Là, il ne va pas te la donner. Et crois-moi, j'en ai payé les frais plusieurs fois. D'accord ? Donc, conclusion, faut-il faire confiance au comptable ? Fais confiance à ton instinct et plus à des entrepreneurs, à des hommes d'affaires qui sont passés par ces difficultés du terrain, par la réalité, que par des consultants ou des comptables ou des avocats. Il y en a des très bons. 5%. Mais faut-il encore avoir la connaissance et la compétence pour les challenger et avoir la vision globale de sa problématique? Parce que, par exemple, un avocat, tu vas le voir, un avocat droit des affaires, tu vas lui dire « Ouais, j'ai une holding en Belgique », il va dire « Ouais, il n'y a aucun problème, on peut faire ci, on peut faire ça ». Par contre, l'avocat fiscal va te dire « Vous avez la substance, vous avez des employés, vous avez un bureau ?» Non. Donc, il faudrait peut-être rapatrier cette holding en France. Donc, il faut avoir un minimum de connaissances. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, puisqu'on m'a beaucoup posé la question. Retenez que le plus important, c'est généralement d'obtenir son capital humain, c'est de se former, c'est le devoir de l'entrepreneur si vous décidez de passer à la vitesse supérieure. Pour ceux qui voudront aller plus loin, je vous refais le petit moment pub, on va bientôt reprendre les inscriptions pour la 2e édition du Mastermind PNL, qui sera un mastermind en présentiel sur 2 jours complets et qui est dédié notamment aux leviers d'enrichissement pour les maximiser, les multiplier. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de nous lâcher un like pour le commentaire, pour le référencement, pardon, de lâcher un commentaire pour le référencement également. Vous avez le lien de notre canal Telegram dans la description. Vous pourrez venir échanger. Tous les liens se trouvent sous la vidéo. Vous cliquez sur Afficher plus et vous aurez accès à tout. Je vous remercie et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.